Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, vous allez participer à la soirée hommage du 326 Airborne Medical Company. Nous vous demandons de bien vouloir respecter les lieux, ainsi que le matériel mis en scène. Avant de commencer, nous tenons à remercier la famille propriétaire de ces murs, ainsi que Madame Bouffard, maire de Yéville, les associations Round Canopy Parachuting Team et HBT44, mais également le DD Experience de Saint-Côme-du-Mont. Sans eux, tout cela n'aurait été possible. Merci. Le 326e est rattaché le 15 août 1942 à la toute nouvelle 101e Airborne Division. Héritière d'une unité médicale ayant servi pendant la Première Guerre mondiale, la 326 Airborne Medical Company est une compagnie composée de médecins, de chirurgiens et d'infirmiers. L'unité, primitivement constituée de cadres issus de sa sœur aînée, la 82e Airborne, ne tarde pas à être acheminée en Angleterre en prévision de la future invasion qui se prépare. En juin 1944, le 326e Airborne Medical Company compte 21 officiers, tous médecins, chirurgiens ou anesthésistes, mais également 212 hommes, infirmiers ou simples brancardiers. Cette unité très particulière à l'époque est la première unité médicale aéroportée. De ces 233 hommes qui la composent, tous portent une croix rouge sur un brassard blanc, qui leur confère ainsi la protection des lois de la Convention de Genève, que les États-Unis et l'Allemagne ont signé tous deux. Ainsi, aucun membre de cette unité n'est armé, si ce n'est de brancards, de trousses de soins, de pinces à clamper. Un matériel médical nécessaire à l'exercice de leur mission, qui parfois dépasse les limites du poids raisonnable lorsque ces hommes sont équipés pour sauter. L'opération Neptune s'organise. L'objectif, le largage de troupes aéroportées, visant à sécuriser la sortie des plages avant la levée du jour. Pour le commandement allié qui a pleine conscience de l'enjeu périlleux que représente le parachutage de 13 000 hommes, en pleine nuit et derrière les lignes ennemies, dans un environnement bocageux que les boys de l'oncle Sam n'ont jamais eu l'occasion de côtoyer, la plupart d'entre eux n'ont même jamais connu les combats. C'est donc dans ce contexte que la nécessité d'apporter un hôpital de campagne dès les premières heures du jour J va devenir primordiale. Dans une mesure de sécurité, il est décidé que la 326 Airborne Medical Company arrive en Normandie par 3 méthodes d'acheminement différentes. Un premier peloton de 50 hommes sous les ordres du capitaine Willis McKee sera parachuté en même temps que les parades de la division. Un second peloton arrivera par planeur, sur une zone d'atterrissage prévue près du carrefour des Forges, dans la soirée du 6 juin. Le reste de la compagnie débarquera sur Utah Beach, une fois la plage sécurisée dans la journée du 6 juin, et devra rejoindre l'objectif par ses propres moyens. Cet objectif, c'est le château Colombière, un château typique de la Manche repéré par de nombreux vols de reconnaissance ayant survolé la région en préparation de l'opération Overlord. Ce complexe agricole a particulièrement retenu l'attention des planificateurs américains. Il ne présente pas d'intérêt stratégique particulier, il n'est apparemment pas occupé par les Allemands, et l'ensemble de ces bâtiments permettrait de fournir une surface suffisante pour y installer des blessés. Et surtout, il possède quelque chose de rare à l'époque dans la Manche, l'eau courante. Alors que les hommes du 326 peaufinent leurs préparatifs dans les moindres détails, les prévisions de pertes chez les parachutistes sont revues et le constat est alarmant. Le commandement prévoit que 75% des parachutistes ne survivront pas dès les premières heures de l'opération. Ces chiffres ne sont bien sûr pas transmis aux parachutistes, mais l'état-major détache une équipe chirurgicale spéciale composée de 8 hommes supplémentaires qui est rattachée au 326e. Le but est de grossir ses effectifs et de pouvoir monter un bloc opératoire supplémentaire dans les premières heures du jour J. Ces hommes n'ayant pas été formés au rudiment du parachute, la seule solution afin de les acheminer au plus tôt est de les intégrer à une mission de planeur. C'est donc la première mission de planeur, celle prévue pour amener le matériel lourd de la 101e Airborne après le parachutage qui est choisi. Cette équipe porte le nom de 3e équipe auxiliaire de chirurgie. Elle pose le pied en Normandie sur une zone d'atterrissage près de Yéville, 4 heures après les principaux parachutages. Le nom de code de cette mission, Chicago.
Le soir du 5 juin 1944, les hommes du peloton parachutiste du 326e s'équipent sur un aérodrome en Angleterre. Ils seront les premiers médics du 326 à toucher le sol normand. Non loin de là, le commandant en chef de l'opération Overlord, le général Dwight Eisenhower, plus que soucieux du sort de ces hommes, rend une visite surprise aux autres parachutistes qui se préparent afin de leur donner un peu de courage. En échangeant avec l'un d'entre eux, il termine en lui souhaitant « Bonne chance pour cette nuit, fiston !» Auquel le para lui répond « Merci, général, mais c'est plutôt aux Allemands qu'il faut souhaiter bonne chance. » Aucun d'entre eux n'a eu vent des statistiques qui ont été faites à leur propos. Lorsqu'Eisenhower remonte dans sa voiture, il déclare à son chauffeur, les larmes aux yeux. « Vous savez, c'est très dur de regarder un homme dans les yeux quand on sait qu'on l'envoie sûrement à la mort. » Vers 23h, les avions décollent d'Angleterre, et après une traversée de la Manche sans encombre, les avions de type C-47 entrent dans un épais brouillard au-dessus des côtes de la Manche qu'ils pénètrent par l'ouest. Lorsque celui-ci se dissipe enfin, c'est pour laisser place à un tir de barrage de la DCA allemande qui disperse les avions. Il est 1h15 du matin. Les médics parachutistes du 326 sautent sur leur objectif, suivant leur leader, le capitaine McKee. Malgré le chaos dans le ciel, McKee atterrit à une vingtaine de mètres du point de rassemblement à Yéville et parvient à rassembler une dizaine des 50 hommes qui ont sauté avec lui. Ces derniers arrivent avec les premiers blessés, victimes d'accidents de saut. Les premières interventions médicales se font à l'abri d'une haie en bordure même de la zone de saut au sud de Yéville. Après s'être orientés sur leur position, McKee, ses hommes et les quelques blessés qui sont pris en charge tentent d'approcher Colombières. Mais là encore, ils tombent sur d'autres blessés, et les premières victimes des combats, eux, apparaissent. McKee choisit donc d'investir la ferme la plus proche, à environ 300 mètres de sa position, et il y installe les blessés qui ne cessent d'affluer. Sur le chemin, il récupère quelques conteneurs de matériel médical qui ont été largués en même temps qu'eux. Fort heureusement, aucun des médics de son groupe n'est blessé, mais il est toujours sans nouvelles des autres, qui, répartis dans les autres avions, ont parfois été largués à des kilomètres de leur objectif. Certains furent capturés, d'autres ont atterri dans la périphérie de Montebourg et ne pourront rejoindre leur objectif avant plusieurs jours. À peine quelques heures après le parachutage, alors que l'on entend des crépitements d'armes dans la nuit, de nouveaux C-47 se font entendre dans le ciel normand. Ils apportent avec eux 51 planeurs Waco de la mission Chicago. Parmi les hommes à leur bord, les 8 hommes de la 3e équipe auxiliaire de chirurgie sous les ordres du major Crandall. Cette mission de planeur doit atterrir dans la zone prévue à proximité d'Yéville et fournir à la 101e Airborne le matériel de défense anti-aérien et anti-char qu'elle ne peut parachuter. Parmi cette mission se trouve également le commandant en second de la 101e Airborne, le brigadier général Donald Pratt. À 4 heures du matin, les premiers planeurs se décrochent et entament leur silencieuse descente sur leur zone d'atterrissage. Le premier planeur à toucher le sol a à son bord le capitaine Charles Van Gorder, chirurgien de la 3e équipe. Ce planeur transporte également une remorque contenant le matériel de celle-ci. Le pilote pose son appareil sans encombre, en plein milieu d'un champ entouré de haies. Mais alors que Van Gorder sort de son planeur, un bruit sourd surgit. Un autre planeur touche le sol brutalement et vient s'écraser dans une haie qui borde le champ. Van Gorder accourt immédiatement à l'épave et il constate qu'il s'agit du planeur transportant le général Pratt. En pénétrant à l'intérieur, il y trouve le copilote, tué sur le coup. Le pilote a les 2 jambes cassées, mais il est conscient. L'aide de camp du général n'est pas blessé, mais il est complètement groggy. Le général Pratt, qui était dans sa Jeep, s'est brisé la nuque et n'a pas survécu au crash. Van Gorder enregistre sa mort à 4 heures du matin, le 6 juin 1944. Donald F. Pratt est le premier général américain mort en Normandie. D'autres planeurs vont subir des atterrissages difficiles
et après avoir porté secours aux équipages, il devient de plus en plus risqué de rester sur cette zone d'atterrissage que les Allemands commencent à quadriller. Le capitaine Van Gorder aide le pilote du planeur aux 2 jambes cassées à s'extraire de la carcasse et lui promet de lui envoyer des secours dès qu'il arrivera au château Colombière. Colombière, qui est également le point de rassemblement pour les pilotes de planeurs. Tout un groupe se met en marche. Ils retrouvent quelques champs plus loin les autres planeurs qui les suivaient. Certains sont gravement endommagés. L'obscurité, le poids de leur chargement, la rosée du petit matin sur l'herbe a conduit beaucoup de planeurs à s'écraser dans les haies. Le major Crandall, leader de l'équipe, arrive un peu plus loin. Il est légèrement blessé avec 3 autres de ses médics, mais dans un autre planeur encore, c'est l'un de ses chirurgiens, le capitaine Roda. Il s'est cassé 3 côtes pendant l'atterrissage. Ils arriveront néanmoins à se déplacer grâce à une Jeep qu'ils ont pu récupérer, car le canon qu'elle aurait dû tracter est perdu. Pendant que l'équipe décharge le matériel nécessaire à la mise en place de leur bloc opératoire, des tirs d'armes légères se rapprochent d'eux. Puis ce sont des tirs de mortier. Quand soudain, l'un des obus traverse le planeur qu'ils sont en train de décharger et s'encastre dans le plancher. Crandall écrira plus tard dans son rapport « Si cet obus avait explosé, toute l'équipe chirurgicale aurait été tuée et une grande partie du matériel perdu. » Alors que le jour se lève, les hommes de la 3e équipe chirurgicale viennent désormais d'atteindre Yéville. Ils arrivent jusqu'au chemin faisant face au château de Colombière. À cet endroit, ils retrouvent des médics parachutistes qui ont sauté avec le capitaine McKee, mais qui ne peuvent pénétrer le château. Celui-ci, qui était censé ne pas être occupé, est tenu par une poignée d'Allemands qui les empêche d'approcher. Il faudra attendre l'action de quelques paras pour nettoyer le château et ses dépendances de toutes les menaces avant que les hommes puissent commencer leur installation. Ce n'est que vers 10h30 que le premier bloc opératoire est installé et les premières opérations peuvent commencer. Les blessés commencent à être collectés et on y mesure pour la première fois la véritable ampleur des dégâts des parachutages de la nuit. De son côté, McKee est toujours coincé dans son infirmerie de fortune. Bien qu'il ne soit qu'à 1 km de Colombière, il a avec lui plus de 40 blessés, dont certains ne peuvent marcher. Parmi ces blessés, il prend en charge ses premières victimes allemandes, et en vertu de la Convention de Genève, leur apporte les mêmes soins qu'aux victimes américaines, respectant une totale neutralité. Durant les soins qu'il apporte à l'un d'entre eux, celui-ci lui demande dans un anglais parfait « Pourquoi avez-vous 24 heures de retard ? Est-ce un hasard ? Ou les Allemands sont beaucoup plus renseignés que vous ne le pensiez ?» Lui et ses médics parviennent tout de même à joindre Colombière et commencent petit à petit à évacuer leur poste de secours à l'aide d'une charrette tirée par une mule sur laquelle ils ont accroché un drapeau blanc à croix rouge. Vers 16h, l'après-midi du 6 juin, une Jeep vient les aider et leur permet de continuer à évacuer le poste de secours toute la nuit suivante. McKee sera le dernier homme à quitter son infirmerie. Prenant soin de tous les blessés dont il avait la responsabilité, il n'arrivera à Colombière qu'à 8h le matin du 7 juin, où il retrouve enfin le reste de son équipe, dont son adjoint le capitaine Slota, qui malgré une fracture de l'épaule, continue d'opérer comme il le peut. À ce moment, 9 d'entre eux sont toujours portés disparus. Dans la soirée du 6 juin, la fatigue commence à se faire sentir. Tout se perd depuis la nuit précédente, et pour certains depuis bientôt 24 heures, et sans repos. La deuxième vague de l'unité doit arriver par planeur dans la soirée. Vers 21h ce 6 juin 1944, les planeurs les transportant se décrochent au-dessus de la zone d'atterrissage près du carrefour des Forges. Mais 250 Allemands encerclent le secteur que les paras n'ont pu défendre. Alors qu'ils entament leur descente, les planeurs sont violemment pris à partie par des tirs de mitrailleuses et d'armes légères qui transpercent les structures des planeurs faites de bois et de toile. Si on dénombre moins de crashs dans cette mission de planeur que la précédente,
Le 326 va néanmoins subir ses plus lourdes pertes. Les hommes étant mitraillés dès leur sortie, les appareils sont tués ou capturés. Le 3/4 du matériel sera perdu. La première mission de ravitaillement est un échec. De plus, elle apportera son lot de blessés supplémentaires. Colombières ne se désengorge pas, faute de pouvoir évacuer les blessés et sans aucun contact avec l'extérieur. Personne ne sait si le débarquement a eu lieu. Faisant face à l'éventualité de devoir passer une journée de plus sans pouvoir évacuer les blessés, le 326 réquisitionne toutes les pièces du château, à l'exception d'une, que leur hôte, la famille Cotel, se réserve modestement pour elle et ses enfants. Les médics continuent d'arriver toute la journée en provenance de leur zone d'atterrissage, et juste avant la nuit du 6 juin, c'est enfin une bonne nouvelle qui parvient. La troisième vague du 326 devant débarquer à Utah vient d'arriver au château, et avec elle, la bonne nouvelle d'un débarquement réussi sur Utah Beach. Ces hommes ont pu débarquer rapidement, après que la plage fut sécurisée. Vers 11 heures, ils se sont frayés un chemin à travers les lignes allemandes armées uniquement de leurs brancards et de leur équipement médical. C'est à 23 heures qu'ils parviennent à Colombières, permettant à leurs collègues de souffler un peu. Le 7 juin, l'intégralité du 326 est à pied d'œuvre à Colombières. 4 salles d'opération sont aménagées sous des tentes et tournent en continu. Les dépendances sont déjà remplies de blessés, le château lui-même commence à saturer. Pas moins de 1200 couvertures furent acheminées, 250 brancards, 2000 unités de plasma pour les transfusions sanguines et 13 000 bandages en tout genre. Le 326 se voit aidé par les civils normands qui apportent leur aide en transportant les blessés au moyen de brouettes ou de charrettes. Bientôt la barre des 400 blessés est dépassée. Le lieu est aussi le point de rendez-vous des pilotes de planeurs, qui en attendant assurent la surveillance des premiers prisonniers de guerre que l'on utilise pour creuser les tombes provisoires de ceux qui n'ont pu être sauvés. 2 cimetières provisoires sont aménagés de part et d'autre du château, un cimetière américain, un cimetière allemand. Le quotidien est rythmé par l'arrivée incessante de victimes, l'arrivée des médics se fait lui au compte-gouttes. Parfois appartenant à d'autres unités, mais tombés trop loin de leur objectif, ils ont fait le choix de venir prêter main forte à Colombières. Des aumôniers militaires ayant sauté avec les hommes dans la nuit du 5 au 6 juin rejoignent également le lieu et viennent remonter le moral des blessés ou même dans certains cas donner l'extrême onction. Constatant la forte activité alliée autour de ce lieu et sans savoir vraiment ce qu'il s'y passe, les Allemands pilonnent le site avec des mortiers. Toute la journée des obus tombent par-ci et là dans le secteur de Colombières, heurtant parfois les édifices du château. Le lieutenant Hassenzal, blessé par balle à la poitrine, se rappelle qu'il était allongé là, sur un brancard, dans la cour. Les obus de mortier qui explosent à proximité lui projettent des éclats de briques et de tuiles. Il ferme les yeux et commence à prier pour ne pas être blessé. Quand un prêtre, le croyant mort, s'agenouille à côté de lui pour lui administrer les derniers sacrements, Hassenzal ouvrit les yeux, siffla entre ses dents et cria « Foutez le camp d'ici, l'aumônier, je n'ai pas l'intention de mourir !» La situation continue ainsi toute la journée du 7 et du 8 juin, jusqu'en écrouler le toit de l'un des bâtiments principaux du complexe. Face à la détresse, venant de plus en plus critique, l'unité parvient à contacter la tête de pont sur la plage d'Utah Beach et fait part de sa situation bientôt intenable. Des ambulances sont envoyées pour évacuer les blessés les plus graves, et lorsque celles-ci arrivent sur place, elles constatent d'elles-mêmes à quel point la situation est urgente. D'autres ambulances, mais aussi des camions GMC sont dépêchés pour évacuer au plus vite l'hôpital vers la plage. Toute la journée du 9 juin, les véhicules enchaînent les rotations. L'hôpital désengorge enfin. Lorsque la nuit tombe, le soir du 9 juin, la majeure partie des victimes est évacuée. Dans le ciel, on entend les moteurs d'un avion qui semble tourner au-dessus de Yéville. Personne ne pense
qu'il puisse s'agir d'un appareil de la Luftwaffe, étant donné la suprématie aérienne des Alliés en Normandie. Et pourtant. Voulant atteindre l'état-major de la 101e installé à la ferme Le Codet à une centaine de mètres de Colombières, l'avion largue par erreur ses 2 bombes sur l'hôpital. La première explose dans le champ derrière le château, causant de nombreux dégâts mais ne blesse personne. La seconde tombe entre le château et le porche d'entrée, mais n'explose pas immédiatement. Munie d'un retardateur, elle explosera quelques minutes plus tard, faisant voler en éclats le porche et une grosse partie du château. 5 officiers médecins, 9 infirmiers seront tués dans cette explosion. L'évacuation de l'hôpital a permis de limiter les victimes. Malheureusement, si l'explosion n'a fait que peu de victimes, ce sont 20 corps qui seront extraits des décombres. Ce nouveau coup dur met l'hôpital temporairement à l'arrêt. Transférés sous des tentes, les hommes du 326 continueront à opérer jusqu'au 25 juin avant d'être rapatriés en Angleterre. 2322 blessés seront pris en charge par l'unité durant son séjour en Normandie. Plus de 400, rien que ces 4 premiers jours passés à Colombières. Si les planificateurs alliés étaient sceptiques quant au fait d'envoyer une unité médicale parmi les premières vagues d'assaut, il en résulte au final que cette dernière a démontré de par son implication qu'elle a permis de prendre en charge efficacement des centaines de victimes. Ces hommes venaient de réaliser le premier hôpital de campagne allié en territoire ennemi, et a ainsi prouvé que l'on pouvait aussi sauver des vies, là où la mort semblait avoir le monopole. Le 326 Airborne Medical Company continuera de servir en Hollande, où il s'illustrera encore. Puis dans les Ardennes, où il refusera d'abandonner ses blessés face à la contre-attaque allemande et sera capturé pour le restant de la guerre. Aujourd'hui, Colombières est un lieu calme et paisible. Trop endommagé, le château a été détruit et a laissé place à une maison plus moderne. Mais les dépendances demeurent toujours, et de nombreux paras ont côtoyé ces fameuses arches sous lesquelles certains ont rendu leur dernier souffle. Les corps préalablement enterrés dans les cimetières provisoires ont été exhumés et transférés. À Colville-sur-Mer pour les Américains, à Lacambe ou à Orgland pour les Allemands. Ce soir, les pierres qui nous entourent ont été les témoins de l'horreur, de la souffrance. Elles ont aussi été les témoins du courage de ces hommes qui, sans armes, ont risqué leur vie pendant les premiers jours du D-Day, et qui en ce lieu ont mené un combat pour la vie. Vous connaissez aujourd'hui leur histoire et l'histoire de ce lieu. Il y a 75 ans, ici même, les soldats de la liberté foulaient la pelouse de Colombières. L'ambiance a bien changé. Le lieu inconnu pour certains d'entre vous est devenu soudainement familier. Ce soir, avec nous, vous avez décidé de rendre hommage à ces hommes venus d'ailleurs, à ces Normands qui ont vécu de près ou de loin l'histoire de l'hôpital de Colombières. Nous vous invitons à leur rendre hommage une dernière fois. Nous vous invitons à venir allumer une bougie sous l'une des arches, au son des violoncelles. En mémoire de ces hommes, de leur action, et en l'honneur de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.